Bienvenue à l'heure des brasseurs. Aujourd'hui, on est chez les houblons Jarret Noir avec Francis. Jean-François est venu avec moi, notre collègue de chez Rose Drummond, parce que, évidemment, quand on parle de culture, là, dans les collaborateurs de la Horde, c'est vraiment Jean-François notre référence. On est venu voir Francis, les houblons Jarret Noir, parce que c'est une des houblonnières, la houblonnière la plus importante dans l'Est du Canada, une houblonnière qui est extrêmement mécanisée. La culture est vraiment impressionnante. On va voir ça plus tard dans la capsule. Mais commençons d'abord avec vos débuts chez Houblons Jarret Noir. Ça a commencé en 2014 avec la plantation. Parle-nous un peu de ça, Francis. Oui, printemps 2014, on a planté nos premiers plants d'houblons. Au printemps, on a fait la préparation, les poteaux, géotextiles, l'irrigation. Puis le 5 de juin, on plantait nos premiers plants. Tu me parles de plants, tu n'es pas allé avec des rhizomes, tu as privilégié des plants. Pour quelles raisons? Deux raisons. On voulait gagner une année en maturité. Puis on voulait aussi avoir des plants exempts de maladies, exempts de virus. Donc, tu as étendu ton géotextile, tu as évidemment planté des poteaux pour tendre tes lignes, puisque les houblons, c'est des plantes grimpantes pour les faire grimper. Est-ce qu'il y a eu une préparation du sol avant ça? Bien important, c'est le contrôle des mauvaises herbes. Nivellement, dans le fond, avec une sole pour ne pas avoir de baisseur où il y a de l'eau pour se garder. OK. Puis après ça, dans le fond, on a embarqué avec la dérouleuse à géotextile, puis l'irrigation. J'imagine que c'était une terre qui était déjà drainée? Ici, c'est une terre qui se draine naturellement. Là. Okay. On est dans le gravel, là, fait que l'eau me sablonnée en surface, là, puis après ça, c'est dans le gravel, fait que ça se draine naturellement. Super. Fait que là, ensuite, cette étape-là, tu as installé tes géotextiles, tu as planté avant, ensuite tu as installé tes géotextiles? Première étape, géotextile avec le goutte à goutte. Ensuite de ça, les poteaux, treillis. Puis après ça, ça a été la plantation. Donc, ton goutte à goutte, il te sert et de un pour arroser et de deux aussi pour fertiliser? Oui, la majeure partie de nos fertilisations se font par l'irrigation. OK. Ensuite, un coup que tes tiges ils sortent du sol, tu vas vraiment venir faire une sélection de ces tiges-là? Oui, au printemps, il sort là, 20, 25, 30, dépendamment des variétés, dépendamment des plants. Il sort beaucoup de tiges géotextiles, dans le fond, dans notre trou, le plant. On choisit en fait les 6 plus belles tiges, 3 par corde. Et que tu les enroules autour de la corde, donc tu coupes les tiges qui sont moins importantes. On les arrache, eux autres qu'on veut pas, on les arrache. Oui. Les autres, on les entraîne là, dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la corde. C'est coupé au ras du sol? Oui. OK. Lorsque ça pousse, ça grimpe, ça atteint jusqu'à 20 pieds de hauteur. Oui, ici, le treillis à 18 pieds. OK. Dépendamment des régions. Là, aux États-Unis, il y a du 21 pieds. D'autres régions, ils se font du 15. Ici, on est allé avec 18 pieds. Dans le fond, l'objectif, c'est d'arriver 21 juin, 1er juillet, en haut du treillis. Parfait. Quand tu as semé tes plants, c'était à quelle période de l'année? On n'a pas parlé. En juin. On a planté ça le 5 de juin 2014, OK. dans notre premier champ. C'est en juin. Là. Après de certains, dans le fond, qu'il n'y ait plus de gelée, les dernières gelées de mai. Mais plutôt possible aussi, dans le fond, là, pour que le plant ait un maximum de Puis à partir de ta plantation, là, tu dis que tu considères ça ta première année ou est-ce que c'est après que tu vas considérer ça comme ta première année? Dans le fond, ma première année, c'est l'année que j'ai planté. Là. Okay. Fait que l'an 1, en fait, en 2014, on n'a pas récolté le houblon. En 2015, on a eu notre première récolte commercialisable. Tu n'as pas récolté le houblon parce qu'il n'y avait pas de cône? Non, la première année, les plants ils montent en l'air, ils font des cônes, les plants ils ont belle allure, mais il y a 2 écoles de pensée là-dedans. Il y en a qui coupent le houblon parce qu'ils veulent avoir des cônes. Nous, on a préféré ne pas couper les plants pour avoir des meilleurs rendements l'année 2. Donc, vous avez sacrifié la récolte pour avoir des meilleurs rendements. Et une meilleure qualité aussi, dans le fond. OK, mais pourquoi de ne pas récolter? Ça donne une meilleure qualité à la deuxième année? Ça stresse le plant, dans le fond, là, de le couper de bonne heure en septembre. OK. Versus lui laisser un mois de plus, dans le fond, là, à l'automne, là, avant les gelées, là, pour continuer de faire du feuillage des racines, dans le fond. Puis au gelé, le sucre retourne dans les racines. Fait que c'est facile pour le plant de passer l'hiver par la suite. Donc, tu gagnes à ta deuxième année. C'est ça. Là, on en est à ta deuxième année de récolte cette année. Oui. Est-ce que tu as vu une différence importante dans la production de cônes comparativement à ta première année de récolte? Non, c'est ça. On sent que le houblon, dans le fond, il est plus mature, il sent moins jeune, moins vert, mais au niveau des rendements, là, ça ressemble drôlement à l'année passée.
OK. Donc, il y a plus de lupuline dedans, un peu plus d'acide alpha, d'huile essentielle, là, j'imagine. On n'a pas nos analyses encore, mais au feeling, là, Écoute, c'est ça. On l'a senti tantôt en arrivant. On était en voiture puis ça sentait le houblon. C'était extraordinaire. Ça sentait super bon. Pour arriver à avoir des beaux cônes comme ça, j'imagine que, tu sais, on parlait du goutte à goutte, que tu nourris, oui, avec de l'eau, mais aussi avec des engrais, tes plants tout au long de l'été. Comment ça fonctionne, l'entretien, au cours de l'été, des plants de houblon? Il y a un plan de fertilisation, dans le fond, qu'on suit tout au long de l'été. Dans le fond, là, dépendamment des stades de la plante, là, à la floraison, après, ainsi de suite. Sinon c'est l'entraînement. Après l'entraînement des plants, il va y avoir la défoliation au bas des plants. OK. Puis après ça, après la défoliation, on va attacher nos 2 tiges ensemble, dans le fond, là, pour essayer de minimiser les pertes des tiges qui ont envie de décrocher là, par le vent. Puis ta défoliation, tu me dis, tu as fait à quel moment? On fait ça quand le plant il arrive presque en haut. En fait, on fait ça fin juin, début juillet. OK. En fait, le 1er juillet, c'est pas mal, c'est fini. OK. Pourquoi défolier, les gars? Vous semblez savoir de quoi vous parlez? 2 raisons. Dans le fond, c'est pour aider à ventiler et sécher la houblonnière. Fait que ça, ça nous aide pour le mildiou. Deuxième raison, il y a des insectes, dans le fond, qui viennent du sol puis qui montent dans le plant. OK. Fait que s'ils n'ont pas de feuilles pour se nourrir en montant dans le plant, ben, tu as moins de chances que les insectes montent. C'est ça, des prédateurs comme ça. Des parasites, plutôt. Ouais. Tu as dit médio, là, c'est un mot que j'ai retenu. Mildiou. Mildiou? Qu'est-ce que le mildiou? Maladie fongique, je pense que c'est l'ennemi dans pas mal toutes les cultures au Québec, là, parce qu'on a un climat humide. OK. C'est la chose, là, pour le houblon au Québec, c'est la chose qui est la plus importante à contrôler. Particulièrement cette année. Oui, ben, au printemps, en fait, là, mais on a eu un printemps difficile, dans le fond, là, ça a été frais humide, là, mais après ça, en cours d'été, là, ça a quand même bien été. OK. Fait que je me demandais pour les parasites, en fait, c'est quoi tes moyens de lutte, puis qu'est-ce que tu utilisais, puis c'est quoi tes principales parasites que tu as dans tes cultures de houblon? Chez nous, cette année, ça a été la tétranique. Okay. Il y a d'autres producteurs, dans le fond, là, je sais qu'ils ont eu tu peux avoir de la cicadelle, tu peux avoir de l'altise, tu peux avoir scarabée japonais. Il y a une multitude d'insectes prédateurs. Chez nous, cette année, ça a été tétranique, comme je disais. On fait de la lutte intégrée, dans le fond. On met des insectes prédateurs pour contrôler nos... L'insecte prédateur, c'est? C'est un acarien, en fait, là, qui n'est pas dommageable pour le houblon, mais qui mange les tétraniques. OK. Fait on implante ça là, dans nos champs. Puis aussi, dans le fond, nos entrerangs, là, notre trèfle, dans le fond, là, qui nous aide un peu aussi de ce côté-là, là, parce que ça amène des insectes bénéfiques, puis aussi, ça donne de la place aux insectes à se loger, dans le fond. C'est ce que je trouvais super intéressant, parce que moi, quand j'ai vu les bandes engazonnées, puis il m'a parlé de parasites, je me suis dit, pourquoi est-ce que tu ne sarques pas tes allées? Puis il m'a amené vraiment un autre objectif de la culture qui est, lui, garde ses bandes engazonnées pour répandre la pression des parasites, ce que je trouvais super intéressant. Fait que c'est un bon point écologique, moi, je trouvais. Puis en plus, ça l'aide aussi pour garder l'humidité dans le sol, et ainsi de suite. Ouais. Puis on voit que le trèfle blanc, il fait une grande partie de la contrôle des mauvaises herbes aussi, là. Fait que moi, je trouve ça, c'est très beau. Pour les gens à mon niveau, pour les néophytes, les parasites vont s'attaquer aux feuilles, j'imagine. C'est le problème? Ben, ça dépend finalement quand ils arrivent. Là. Les tétraniques chez nous, cette année, ils ont arrivé à cette bonne heure. Fait que se sont attaqués aux feuilles. Finalement, ça pique la feuille a jauni puis elle tombe. Mm-hmm. Si ça arrive plus tard en saison, c'est dangereux que ça s'attaque au cône aussi. Là. OK, ouais. Fait que c'est vraiment important de contrôler ça. Ce qu'on veut récolter. On est aujourd'hui à l'étape de la récolte. On voit que tu es hyper mécanisé. À quel moment tu récoltes? Évidemment, tu en es à ta 2e année et tu as projeté ta récolte à quel moment cette année? On a commencé vers le 30 août. Puis on prévoit finir là, dans les prochains jours, là, avant le 15 septembre. OK. Est-ce que la récolte est influencée par le climat, par la température, par l'été, par les pluies? C'est sûr que les températures chaudes qu'on a eues là, au mois d'août, dans le fond, là, on fait maturer le houblon. Là, on n'avait pas prévu commencer en août, on pensait commencer plus vers le 3-4 septembre. Les températures chaudes qu'on a eues ont fait vraiment maturer le houblon, l'a fait changer assez rapidement. Fait que ça a devancé un petit peu notre cédule de récolte. C'est une chose qui n'est pas arrêtée dans le temps. Donc, il faut être réactif. On se fie à la température, à l'évolution du houblon. Tu as différents types de houblons ici, des cascades, des chinooks, des nuggets, des willamette. Tu en as d'autres aussi en expérimentation, en test. Est-ce que chaque houblon est prêt au même moment? Non.
chaque houblon a vraiment sa fenêtre de maturité. Ben, c'est ce qui était important aussi pour nous pour libérer, dans le fond, les équipements de récolte et de séchage. OK. Non, Willamette est arrivé en premier cette année. Après ça, on a fait notre cascade. Là, on est en train de terminer notre Chinook. Puis après ça, on va aller avec notre Nugget. Là. OK. Puis si tu arrives avec, mettons, un automne ou une fin d'été assez pluvieuse, puis ça ne permet pas de récolter, tu fais quoi? Est-ce que tu vas attendre ou est-ce que tu vas forcer la machine? On force la machine. On peut récolter quand même. Là, quand c'est le temps, c'est le temps. On peut le récolter à la pluie. C'est pas l'idéal. C'est plus dur, ces équipements. C'est le plus dur à sécher. Mais c'est possible là, parce qu'en fait, le cône, il est mouillé à l'extérieur. L'humidité ne rentre pas dans le cœur du cône. Là. Fait que, on a déjà, l'année passée, en fait, là, on a fait une couple de journées. Là, pas à grosse pluie, là, mais disons que c'était pas des conditions idéales comme aujourd'hui. OK. Tu parlais de ton équipement. On a vu, tu te promenais avec un tracteur dans le champ, avec une machinerie qui te permet de couper en circulant avec ton tracteur le houblon et l'empiler directement dans une remorque, un trailer. Je sais pas s'il y a un nom particulier pour ce type de remorque-là. Non, ben écoute, Harvester Wagon, là, c'est une machine que les Allemands ont inventée pour récolter le houblon. C'est une machinerie allemande. J'ai vu que tu étais équipé beaucoup avec la machinerie allemande. On va donc à l'intérieur, là, dans ton bâtiment où tu prélèves les cônes sur chacun des plants doublons. Tu as aussi une machine, c'est fait de façon automatisée. Explique-nous peut-être un peu comment ça fonctionne. Les machines, en fait, c'est des Wolf, c'est le nom des machines. On insère chaque tige là, à l'intérieur, dans une chaîne. La chaîne entraîne le plant de la machine. En fait, c'est simplement des genres de peignes qui arrachent les feuilles et les cocottes du plant. Puis après ça, il y a un système de ventilateur et de convoyeur, dans le fond, là, qui parvient à séparer les cocottes des feuilles. Là. OK. Puis, je voyais, là, tu as un convoyeur qui amène ça, tu mets ça dans des bins, là, dans des réservoirs, puis par la suite, tu amènes ça au séchoir. Donc, tu es bien équipé, tu as un gros séchoir. Écoute, j'ai pas vu d'autres doublonnières qui avaient ton niveau d'équipement. Combien de temps ça prend lorsqu'on prend une cocotte qui a été récoltée, qui est humide, pour l'avoir prête, séchée? Chez nous, avec le système qu'on a, ça prend environ 6 heures. Là. On récolte un houblon qui est peut-être autour de 80 d'humidité, puis on le sort là, après 6 heures entre 8 et 10. OK. J'ai vu que ton séchoir, c'est quand même surprenant. Là, quand tu parles de 8 et 10, tu parles de 8 et 10 d'humidité qui reste dans ton houblon. Oui. OK. Donc, tu fais des tests dans ton où tu sais automatiquement par le temps. Non, ça, c'est vraiment le bout de compliqué. Il n'y a pas de recette, puis il n'y a pas de règle bien précise de dire c'est en dehors de séchage. Il faut vraiment prendre des échantillons puis déshydrater au micro-ondes pour vraiment trouver le pourcentage précis d'humidité qui reste dans notre houblon. OK. Ça, on a déjà fait la formule ensemble lorsqu'on a fait une capsule où on récoltait notre houblon qu'on a cultivé là, pour le brassage amateur. Donc, il suffit de prendre le poids humide et le poids sèche, et puis le diviser, puis le multiplier par 100. Donc, ça nous donne le pourcentage d'humidité. Mais là, ça m'amène, toi, ta récolte, est-ce que tu calcules le pourcentage d'humidité avant de prélever tes plants? Non, on ne s'occupe pas de ça. Je sais qu'il y en a qui regardent ça, là, mais chez nous, c'est une question de feeling. Là. On y va avec le nez. Quand on sent que le houblon il est prêt. Là, avant, il sent vert, il sent gazon. On sent qu'il n'est pas prêt. Là. Mais dès que c'est prêt, on enclenche la récolte. De toute façon, dans l'humidité, je pense que c'est relatif. Là. C'est pas le meilleur outil là, pour... OK. J'imagine que ça joue tellement d'année en année c'est aussi ça. Un coup que tu as un feeling, là, moi, je doute pas qu'après ça, tu es bon pour être performant dans toutes les situations. Tandis qu'avec l'humidité, des fois, tu peux te faire jouer des tours. Oui, même au séchage, dans le fond, là, on n'a pas 20 ans d'expérience là-dedans. On y va de déshydratation au micro-ondes, là, mais les pros là, en Allemagne, là, c'est une question de feeling. Là. Quand ils sortent, c'est parce qu'ils l'ont filé. Là. Ici, on n'est pas rendu là, mais tu sais, quand on le sort à 8, là, on check ce qui est rendu, on essaye de faire des comparatifs, là, mais je pense que dans un avenir approché, ça va être ça. L'expérience va vous amener là. Tu parlais du séchoir. Nous, on est allé le voir. Explique-nous un peu comment ça fonctionne. C'est un séchoir à 3 niveaux. Fait qu'on rentre du houblon frais en haut, on sèche une coupe d'heure, on le descend au milieu, on en rend du frais en haut. On sèche une coupe d'heure encore, on redescend en bas. Puis là, en bas, en fait, il y a un gros tiroir dans le fond là, qui nous permet de sortir le houblon, prendre notre test d'humidité, puis sortir du séchoir. Fait qu'un coup que la roue est partie, en fait, là, ça fait des bâches, là, mais c'est comme en continu. C'est en continu. Tu as 21 000 plants ici. C'est énorme. Le temps de la récolte, tu consacres combien de jours à récolter, à prélever tes cônes, puis à sécher tout ton houblon?
Ben là, cette année, ça va quand même assez bien parce que finalement, on est comme à moitié du projet. Là. Fait, puis on a notre système de séchage et de récolte, il est conçu pour notre projet au complet. Fait que cette année, ça va durer environ 12 jours la récolte. Là. Puis au travers de ça, on a fait des projets de recherche puis une couple d'affaires qui ralentissent le processus. Là. Mais sinon, à terme, là, ça va récolter 24 heures sur 24. Ça va prendre maximum 3 semaines. À combien de personnes? Là, cette année, on est 8. Il en manque une coupe pour bien faire. Ah ouais? Ça prend du monde qui coupe au champ, ça prend du monde qui s'occupe du séchoir, quelqu'un qui check l'humidité, des personnes pour mettre le houblon dans le wolf. Après ça, il faut faire l'emballage au travers de ça. Fait que, là, on est 8, là, mais les journées sont longues. On fait 2 chiffres de 12 heures, puis on se croise 3-4 heures le matin, 3-4 heures le soir. Bien, je voyais que l'équipe, vous êtes 8, la cadence est là, vous avez le rythme. Tu me parles de l'ensachage, en fait, une fois que le houblon est séché, je sais que tu le mets en granules pour le vendre. Tu en vends peut-être aussi en cône? Avant de le mettre en granule à la sortie du séchoir, dans le fond, on l'emballe, on le compresse en balle là, qui va rester en feuille. On va l'apporter en chambre froide, on va tout prendre le temps de bien faire notre récolte, puis après ça, on va granuler. Là. La majeure partie de ma récolte est granulée. On prend des commandes un peu, dans le fond. On garde un petit peu de feuilles là, pour quelques brasseurs qui ont des demandes spéciales, là, mais la majorité de notre houblon, il va être granulé. Là, parce que le marché, il n'est pas dans les feuilles, il est vraiment dans les granules. Dans les granules, effectivement. Ça prend moins de place aussi pour l'entreposage. Le volume est beaucoup moindre par le poids. Là, tu m'as dit que tu mettais sous vide ton houblon en feuille, que tu le remisais dans ton frigidaire le temps de continuer la récolte. Est-ce que l'objectif, c'est juste pour que les choses se fassent en étapes, pour ne pas être débordé? Ou s'il y a un avantage à mettre sous vide le houblon, à compresser les cocottes? En fait, il n'est pas sous vide, mais il est vraiment compressé, mais il n'est pas sous vide. Encore là, il y a comme 2 écoles de pensée. Il y en a qui, aux États-Unis, il y en a qui granulent dès le lendemain, dans le fond, pour avoir la fraîcheur. Puis moi, selon la personne, dans le fond, là, qui a installé mon setup, là, c'est bon de faire maturer le houblon là, environ 1 mois avant la granulation. Là. Fait que ça permet finalement là, quelque chose qui se produit à l'intérieur du houblon qui fait qu'il va être meilleur. Mais encore là, c'est 2 écoles de pensée. Fait qu'ici, je fais maturer 1 mois, mais ailleurs, c'est peut-être d'autres choses. Ben, t'as pas tort. J'ai bu une de tes bières là, chez Noctem qui s'appelait justement la pâte noire, puis c'était excellent. Tu vends ton houblon granulé aux microbrasseries. Est-ce que des brasseurs amateurs comme la Horde peuvent avoir accès à tes houblons? Oui, notre marché, c'est principalement pour les microbrasseries. Mais on a une couple de distributeurs, dans le fond, là, qui distribuent du houblon pour les brasseurs maison. C'est disponible aussi chez nous, dans le fond, mais cet hiver, on voudrait mettre en place le site transactionnel là, pour faciliter l'accès à nos houblons aux brasseurs maison. Donc, un site sur le site des Jarrets Noirs qui sera transformé en site transactionnel. Ouais. Mais si on passe y a pas de à problème. Saint-Bernard, en Beauce, on arrête chez Houblon Jarrets Noirs, puis on peut se procurer tes houblons. Oui, sans problème. Donc, j'imagine aux microbrasseries, là, eux n'achètent pas ça à l'once. Tu fais des paquets de combien de format standard? Un format standard pour une microbrasserie, c'est 5 kg. OK. Oui, fait que tous nos houblons sont faits en 5 kg, c'est ça, puis on fait des plus petits formats pour les brasseurs maison. Et pour les brasseurs maison, tu vas jusqu'à... on fait des 500 grammes, on fait des 1 once, des 100 grammes, 500 grammes, puis des 1 kg. Pour les gros brasseurs maison. Oui, c'est ça. Bien, c'était emballant notre rencontre. Merci de nous avoir reçus. On souhaite bon succès aux houblons Jarrets Noirs. Ouais. On espère de retrouver des houblons du Québec, des houblons de Jarrets Noirs dans plus en plus de bières québécoises. Et puis, longue vie à houblons Jarrets Noirs.